Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Oh putain, Dites-moi. Où est passé mon cœur? Je vous appelle Où il est? du bureau du bonheur. du bonheur. Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bienvenue dans cet épisode 46 de l'école des facs, le podcast qui va vous aider à devenir riche très vite grâce à ses chroniques financières et économiques. Autour de la table virtuelle, si vous m'arrêtez pas, moi je continue sur ce... Vas-y. Autour de la table virtuelle, les meilleurs experts de Bloomberg, Reuters et BFM Business vont vous aider à identifier quelle crypto-monnaie il faudra choisir pour que dans 3 mois vous puissiez acheter votre 5e villa. Eh ben non, c'est pas ça, désolé, le confinement a quelques dégâts sur mon cerveau. Nous sommes bien dans l'école des facs standard et autour de la table virtuelle, l'équipe est au complet, bien au complet. Émeric, es-tu là? Bonjour, bonsoir et bonjour à tous nos amis misophones. Évidemment, je t'ai chopé au moment où tu avais la bouche pleine. Complète. Pardon Émeric. Et il est de retour. Nous avons payé sa rançon auprès d'un certain Greli. Audrey, es-tu là? Oui, Ça va? oui. Ok, tu as fini de manger toi? Moi j'ai fini de manger. C'est bien. Tu auras le temps de digérer avant d'aller faire dodo. Kepra, est-ce que tu es là? Je suis là. Est-ce que ça va? Très bien. Et vous-même? Eh ben ça va. J'aime bien quand tu me vous vois. Simon, es-tu là? Je suis là. Est-ce que ça va? Oh, merveilleusement. Merveilleusement bien. Faut savoir que Simon, il a un petit côté artiste dans le chat vidéo parce qu'il est en noir et blanc avec beaucoup de sombre. C'est très arty. J'aime bien. J'ai connu les années 70, moi je n'existe qu'en noir et blanc. Tu Réglez pourrais être une votre pochette transistor. d'album. 1870, précisons-le. Oui, évidemment. Et enfin, nous avons Sous-X. Bonjour Sous-X, comment ça va? Salut à toutes et à tous. Eh bien, écoute, avec 10 kilos de plus et un tout nouveau jogging, puisque j'ai fini par péter les miens à cause du confinement, ça va T'as plutôt pété bien. les coutures? Ouais, exactement. Ah, mais ça ne se voit pas à la vidéo. Mais ne te lève pas. Reste J'ai portrait toujours un serré. jogging. Alors, aujourd'hui, en ce jour du 5 mai 2020, vous l'écouterez à la fin du mois de mai, peut-être que vous pourrez l'écouter dehors, je l'espère pour vous. Dans tous les cas, nous allons avoir la chance d'écouter 2 magnifiques chroniques que nous avons pu étudier de long en large afin d'y apporter moult et moult commentaires. En premier, nous allons avoir Kepra qui va nous parler de la réussite est-elle plus facile à l'ère d'Internet. D'ailleurs, sachez que Kepra n'a pas de I majuscule Internet. Ou alors c'est la personne qui a fait le conducteur qui n'est pas... Ce n'est pas une entité à part entière Internet. Et puis nous aurons Audrey qui nous parlera de confinement et de boutiques informatiques. Ces petites boutiques qui font tourner le monde. Et surtout les imprimantes pour imprimer des attestations comme quoi on peut aller à 400 mètres de chez soi. Mais revenons à Monsieur Prat qui va commencer avec sa chronique. Monsieur Prat, c'est à toi. Merci bien, je vous en suis fort aise. Pour revenir sur cette I majuscule, l'ère d'Internet est de toute manière erronée. On dirait l'ère de l'Internet, de toute manière. Donc, il y a une autre erreur que celle identifiée. Bref, c'est plus facile de percer dans tout domaine de nos jours qu'il y a quelques générations, car évidemment, nous avons accès à tout le savoir, à toutes les techniques, à tous les outils. C'est un monde merveilleux. Certains pourraient le croire, mais j'émettrais pourtant quelques doutes. Certes, il est plus facile de pratiquer différentes activités, d'obtenir de la visibilité, etc. Mais est-ce pour autant plus facile de percer, de se faire un nom, et surtout en bien, évidemment?
Je ne pense pas, et je prendrai une analogie vidéoludique pour l'illustrer. On peut dire d'un jeu solo qu'il est facile ou qu'il est difficile, le niveau de difficulté pouvant se juger par différents aspects de ce jeu, mais dès qu'on rentre dans une logique multijoueur, la facilité et la difficulté sont tout de suite plus relatives. Soit un jeu facile, sur lequel tout le monde pourra l'apprivoiser, mais ça sera alors beaucoup plus compliqué d'émerger face à la masse des joueurs. Soit on a un jeu jugé difficile, où l'accès sera réservé aux joueurs les plus avertis, mais tous auront accès à un niveau d'information assez équivalent, rendant là aussi l'émergence plus complexe. Il en va de même sur tous les domaines traités en ligne, et c'est d'ailleurs ce qui m'a toujours plutôt freiné quant à l'utilisation active de réseaux sociaux à audience assez large, cette impression qu'il y aura toujours quelque part quelqu'un qui s'y connaîtra toujours un peu plus parce qu'il aura passé plus de temps dans cet accès illimité au contenu, soit parce qu'il sera plus rapide à partager une information. Passé ce point vient la notion de la perception par l'audience. Fut un temps, pas si lointain, où un protagoniste serait jugé par son œuvre dans un domaine spécifique. Là où aujourd'hui on parle plus de l'identité numérique de chacun, on va être jugé sur un petit peu tout. Il est nécessaire, au-delà d'exceller sur son sujet, de s'assurer de donner la bonne image, de trouver le bon mot à tout instant pour ne pas casser tous les efforts par un comportement qui ne conviendra pas à l'audience, qui par ailleurs peut rester très friande de l'œuvre, mais tout peut être cassé en un instant. Vient aussi l'impact de l'infobésité sur les créateurs. L'attente de profusion de contenu peut pousser à la diffusion quasi permanente pour s'assurer que son audience est sustentée, rassasiée, satisfaite. Quid donc de la qualité de ce qui est diffusé ? Là où d'anciennes générations pouvaient considérer des œuvres comme des brouillons jamais vus par un œil extérieur, sauf éventuellement à titre posthume, on pourrait être poussé aujourd'hui à tout diffuser, à ne pas laisser de blanc dans sa timeline face à une concurrence, sachant elle aussi rester visible en permanence. Il y a aussi un basique, évidemment, encore faut-il trouver son truc. À une époque où chaque individu était limité à un périmètre assez restreint pour trouver de l'inspiration et se porter d'affection pour une activité, il semble assez naturel que l'un puisse se spécialiser dans l'artisanat, l'autre dans le sport, un autre dans un instrument de musique, etc. À l'inverse, aujourd'hui, alors que nous avons accès à tout et la capacité à passer d'un sujet à l'autre en un instant, le besoin de volonté nécessaire pour se plonger corps et âme dans un domaine ne s'en trouve que décuplé. Il faut donc savoir se concentrer sur une tâche afin d'y exceller et de réussir à percer. On peut critiquer les youtubeurs, les musiciens qui sont connus sur des plateformes type MySpace à l'époque, les créateurs de contenus divers et variés, mais il faut quand même reconnaître que les difficultés de l'environnement dans lequel ils évoluent ne sont pas des moindres. Ils ne sont pas jugés uniquement sur leur production, mais bien également sur leur identité. Et en arriver là n'est pas aussi simple que pourraient le laisser croire les aigris, jugeant que poster des vidéos sur YouTube n'est pas un métier. J'en arrive à un questionnement qui vous a peut-être traversé l'esprit en début de chronique. Qu'entend-on de toute manière par percer ? Qu'est-ce que la réussite ? Et c'est en effet là l'un des travers auxquels nous arrivons aujourd'hui. Dans l'océan de savoir et de connaissances disponibles, beaucoup se retrouvent à percer pour percer. Certains font de la télé-réalité et estiment avoir réussi en accédant à ce statut, basé majoritairement sur le culte de l'image, perdant le peu d'ADN qui aurait pu être le leur. Et quelle activité en ligne évoque le plus la réussite dans son intitulé ? Influenceur. Un beau nom pour finalement en dire bien peu, et souvent un nom porté d'ailleurs par des personnalités de télé-réalité, la boucle est bouclée, et un rapide tour d'horizon de profils sociaux d'influenceurs renvoie souvent au même diagnostic. Des photos de soi, de la mise en scène, peu de contenu spécifique avec une valeur ajoutée, juste de l'image. Après, encore faut-il vouloir de cette vie basée uniquement sur l'image. On comprend donc des artistes comme un Banksy qui vont s'assurer de conserver l'anonymat et de ne vivre que sous pseudonyme, maîtrisant la moindre de leurs interventions. Et si finalement, c'était cette option d'anonymat qui offrait le meilleur des mondes pour réussir sans subir les inconvénients de cette célébrité ou de cette réussite dans des domaines en particulier. Et vous, alors, avez-vous réussi ou essayé de réussir grâce aux internets ? Moi, tout comme Banksy. Ouais. Moi, j'allais dire, j'ai réussi, il n'y a qu'à voir ma bio Instagram, mes mentions. Je pense que ça parle tout seul. C'est vrai. Emric est quoi ? Photographe, scénariste, vidéographe, décorateur, caméraman,
Je suis aussi médecin, médecin anesthésiste. Un Faut seul savoir homme que- et tellement de et- casquettes sur Tu as ta vraiment mis ça dans Émeric. ta... Parce que donc, pour la blague, il faut savoir qu'Emeric a réussi à choper le nom Emeric sur Instagram. Et toutes Et- les semaines, il y a quelqu'un qui veut le récupérer. Non, c'est bien, c'est une sorte de célébrité en fait. T'as un squatter de prénoms mais qui est le tien. Je squatte rien, c'est le mien. Alors, merci Kepra pour cette chronique. Est-ce que quelqu'un parmi vous a envie de réagir en premier ? Allez, je continue. Vas-y, Emeric. Il y a un passage, Rattrape-toi. le passage justement sur le besoin de publier tous les jours. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'a fait Antoine Daniel avec What the Cut, que finalement il a fini par espacer les publications de plus en plus parce qu'il travaillait de plus en plus sur la petite pastille qui est devenue carrément un moyen métrage avant chaque épisode. Et d'ailleurs on attend toujours le dernier qui n'arrive pas. Mais je pense qu'il n'y en aura pas. Non. Non, il est parti sur autre chose là, Antoine Daniel. Et donc, en fait, j'ai constaté sur pas mal de youtubeurs que je suivais qu'on était passé de gens qui s'excusaient de ne pas avoir publié son épisode mensuel à des gens qui publient 3 fois par semaine la même chose que tous les autres. Quid d'une dégustation, qui une autre, un déballage de Wish, qui fait Des avis un test. avec et sans spoiler. Ouais. Ou le dernier truc, c'était la copie des mecs qui font... Enfin, il y a des chaînes spécialisées dans ça. C'est le kebab à 5 €, le kebab à 200 €. Et toutes les chaînes YouTube font à un moment donné ce truc-là. C'est vrai que je Pas ne suis mal. pas rentré. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais en effet, il y a toutes ces logiques de suivre les algorithmes des différentes plateformes pour se dire, pour réussir, au final, il faut faire ça. Donc, il y a les recettes de la réussite qui évoluent avec le temps et tout le monde se calque dessus. C'est la même chose sur TikTok. C'est juste C'est plus pire simple sur à faire sur TikTok, je TikTok. pense. Ouais, voilà. Parce que c'est plus facile. TikTok, d'ailleurs, qui ne respecte pas ses propres réglages de notification. Tu vas dans Ah. l'appli, tu décoches toutes les cases de toutes les notifications et il continue quand même à t'envoyer des suggestions. Oui, bloqué au niveau de l'OS. Oui. La seule Mais bon, solution. nous n'étions pas là pour parler des notifs TikTok, mais plutôt de est-ce que c'est plus facile de réussir maintenant qu'on a accès à tout et qu'on peut être plus facilement visible ? J'ai un exemple assez intéressant. J'écoutais justement un podcast cette semaine qui s'appelle Punk Rock MBA, donc vraiment destiné au monde du punk rock, comme ça comme cela l'indique si bien. Et il recevait le chanteur de Trivium, qui est un groupe de métal quand même assez connu. En fait, leur chanteur, guitariste, a une chaîne Twitch. Et il expliquait que maintenant, il gagne plus d'argent sur Twitch qu'il ne gagne avec le groupe. Et que le fait qu'il soit maintenant sur Twitch a augmenté le nombre de personnes qui viennent à leur concert quand ils sont tête d'affiche, quand ils sont en tournée avec un autre groupe, ça n'a pas eu vraiment d'impact. Mais sur leur propre tournée, ils ont une grande croissance du nombre de personnes qui viennent. Et que Ça, donc, c'est une lui... belle stratégie 360. C'est une stratégie 360, voilà. Et il expliquait que la notoriété du groupe, d'abord, lui a amené un public, et que finalement, c'est la notoriété aussi sur Twitch qui lui ramène un public dans ses salles de concert, dans ses tournées, pour vendre du merchandising, etc. Les écoutes ont aussi augmenté. Donc, c'est assez intéressant, et c'est pas le seul à se pencher sur ce genre de solution, parce que le chanteur de Falling in Reverse fait un petit peu la même chose aussi. Il est maintenant très très souvent sur Twitch. Il lui arrive même de regarder des vidéos de réaction à ses propres chansons. Donc il réagit à des vidéos de réaction à ses propres chansons qui viennent de sortir. Il propose quoi comme contenu sur Twitch ? Il joue ou il fait des vidéos de réaction, il discute comme ça. Okay. Mais vraiment, c'est du jeu quoi. Et tu sais qu'il y a d'autres qui fait ça maintenant, depuis le confinement ? Eh ben, il y a Oli de Big Flo et Oli. Ah ouais. Une autre grande, un autre référentiel. Mais j'ai vu parce que je regarde j'écoute des replays d'une émission qui s'appelle Popcorn, qui est plus centrée sur le monde de Twitch justement, des streamers, etc. Et ils l'ont invité à parler de sa venue sur Twitch. Et en gros, il disait, puisque je peux pas faire de tournée, que même si on bosse un peu la musique avec mon frère, en gros, la plupart du temps, on s'ennuie un peu.
frère. Je me suis dit, je vais Big Flo et Oli et son frère, oui. Si je dis pas de bêtises, c'est pas mes références. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouf. Kepra, le sauveur de l'information aujourd'hui. Il disait, vu que je m'ennuie et tout ça, que tous mes potes font du streaming, je me suis dit pourquoi pas moi, et au final, je crois que ça marche assez bien. Enfin, il arrive à... en tout cas, lui, il a des viewers, je pense, qui viennent parce qu'ils aiment la personnalité du monsieur et de ce qu'il fait comme chanson, quoi. Mais là, ils sont mis sur TikTok il y a quelques mois également. Ah, ça je le savais pas. Vous parlez de l'exact inverse de la chronique de Kepra. Kepra dit les nobody pourraient utiliser tous les moyens qu'on leur met à disposition pour devenir célèbres. Et vous me citez des exemples de gens célèbres qui utilisent tous les moyens pour aller toucher des nouvelles personnes. On parle de percer grâce à Internet, c'est un peu le cas du coup ici, ça leur permet de percer un peu plus encore. Ouais, ils ont déjà une base. Disons que c'est en effet le besoin. En fait, ça va un peu dans le côté infobésité où c'est de se dire que le reste n'est pas suffisant et donc il faut être présent sur toutes les plateformes parce que l'audience y est. Et donc pour réussir, il faut se maintenir au goût du jour et être présent sur Twitch, sur TikTok, sur Instagram, sur n'importe quoi. La question en effet de base de ma chronique, c'était plus de se dire est-ce que quelqu'un qui part de zéro a plus de chances de réussir aujourd'hui en 2020 grâce aux outils qui sont à leur disposition sur Internet, ou est-ce que finalement les recettes de base restent les mêmes et donc Internet va rester un amplificateur de ce qu'on fait par ailleurs, mais quelqu'un qui va se dire j'ai accès à Internet donc je peux réussir, est-ce que ça va vraiment être facilité? Sous-X, je crois que tu as envie de répondre. Oui. Tu as allumé la lumière pour qu'on te voit. Exactement, tout à fait. Regardez-moi. Je réfléchissais à la différence qu'il y avait avant et maintenant, parce que vous parlez de tout le temps diffuser et d'occuper absolument toutes les plateformes. Il y a dans les années 70, je sais pas combien là, quand Simon est né, il y avait que la télévision et la radio. Du coup, tu avais majoritairement 2 grandes plateformes. Aujourd'hui, Internet, c'est un ensemble de plateformes à lui tout seul. Je dis lui, on parle du réseau. Du coup, au même titre qu'avant, on essayait d'occuper la télé et la radio, aujourd'hui, on essaye d'occuper Internet. Et c'est beaucoup plus compliqué d'occuper tout Internet que ça ne l'était avant. Donc, ça me semble logique quand tu essayes de percer, d'avoir ta chaîne YouTube d'un côté, ton Insta de l'autre, ton TikTok maintenant. Mais je pense que vraiment le meilleur moyen pour réussir à percer sur le net aujourd'hui, c'est d'être un early adopter. C'est d'être là quand la plateforme se lance, quand le nouveau média se lance et de s'y investir à fond. Et on a beaucoup d'exemples là-dedans. C'est Grégoire sur Bandcamp. C'était Bandcamp ou non, c'était My Major Company. Voilà. Pour YouTube, plus Dailymotion, on a eu Norman, Cyprien et toute la clique qui ont su très très vite basculer sur YouTube et qui font aujourd'hui le succès. Mais après, percer, qu'est-ce qu'on entend par percer? C'est à partir de quel level tu perces? Parce que entre Norman et ses 10 millions d'abonnés et PewDiePie avec ses 100 millions d'abonnés, même si on a une différence de barrière de la langue. Il y en a un qui vit dans une villa en Californie et pas l'autre. On va dire que Kian Kojandi il fait 200 000 vues. À côté, t'as plus de 100 millions de vues par vidéo. Et en plus, tu parles d'une époque où on avait très peu de canaux, parce qu'il y avait Internet, oui, mais tu avais Dailymotion et tu avais MySpace qui existait, c'était plus ou moins les seules choses que tu avais à disposition. Maintenant, comme tu disais, tu as ton Instagram, tu as ton TikTok, tu as des gens qui sont sur Snapchat, tu en as qui sont Twitter, sur Twitter, sur Twitch, tu dois être sur absolument... Si tu veux couvrir absolument tout, c'est juste pas possible. Donc il faut faire des choix stratégiques en fonction de ton objectif, de ta cible, de public, etc. Enfin, c'est clairement un métier à plein temps. Et par contre, pour rebondir sur ce que tu disais, être early adopter, etc., je pense qu'en effet, il y a aussi la notion, parce que tu parlais il y a la télé et il y a la radio. Moi, l'un des aspects qui m'intéressait aussi, c'était de se dépasser les choses purement médiatiques. Et si on prend l'exemple d'un Salt Bae,
que vous connaissez et suivez peut-être sur Instagram avec son restaurant où il a son geste, son geste très podcastique avec ses petites pincées de sel. Je pense que le principe aussi, c'est de se dire, est-ce que vraiment il y a beaucoup de chefs qui sont présents sur Instagram avec une touche très personnelle, et lui, il a réussi à hacker un peu la plateforme en utilisant vraiment ces petits gestes, et je pense qu'il a réussi à largement augmenter sa notoriété grâce à ce type d'approche. Donc le mélange entre être parmi les premiers dans son domaine et avoir la petite touche où tu réussis à créer ta personnalité, ça peut aider à percer. Après, en effet, combien réussissent à le faire en gardant cette originalité. On l'a vu, on parlait de YouTube avec les gens qui copiaient les méthodes, les recettes qui fonctionnaient. C'est ça qui est un peu difficile, c'est de réussir à garder, je pense, cette touche très originale dans un monde ultra connecté. Oui. Et, vas-y Audrey. Prems. Il y a aussi un aspect qu'il faut pas oublier, c'est que quand on parlait de Norman, Cyprien et tout ça, faut pas oublier que les gens qu'on percé sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., ou Dailymotion, il y a une dizaine d'années, ils faisaient pour se marrer et pas du tout pour percer. Alors que maintenant, les gens qui se lancent sur Internet, il y a de plus en plus de jeunes qui vont multiplier les réseaux, essayer d'en faire leur métier directement. Ils veulent percer, c'est leur objectif. Donc je pense que le chemin est différent entre quelqu'un qui fait ça pour le fun et puis hop, d'un coup, comme une jeune Enjoy Phoenix qui montre ses palettes de maquillage sur YouTube et puis qui devient l'idole des jeunes en quelques années maintenant des jeunes qui ont grandi avec Enjoy Phoenix et qui veulent devenir la prochaine Enjoy Phoenix et pouvoir montrer ses palettes de maquillage ou autres sur YouTube, quoi. C'est ton idole, Enjoy Phoenix? Non. Tu vois ce qui est non, mais c'était un exemple parce qu'on n'en a pas parlé, on a donné que des exemples de monsieur. Oui, non, mais j'ai un exemple de madame après. Et Léonore Coste. Mais c'est ce qui est le plus fou dans ce que tu dis, Audrey. Ça me vient à l'esprit, c'est qu'on a toujours la même plateforme, mais c'est de plus en plus difficile de réussir. Alors pas forcément parce qu'il y a plus de monde, mais parce que c'est un truc qu'on voit un peu partout, c'est que sur les médias, donc on va prendre YouTube en exemple, tout se professionnalise très très vite et les standards augmentent énormément. Aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer sur YouTube, s'il a pas 3 lumières, un Canon HD je sais pas combien et de la mousse sur les murs pour 2 avoir Canon un HD super parce son. qu'il faut 2 angles. 2 Canon HD. Voilà. Non mais tu comprends le niveau tout de suite, le ticket d'entrée est beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'effectivement quand Enjoy Phoenix ou Natou ont commencé à se taper des délires en faisant des vidéos. Et donc... exactement. On s'est habitué à un certain niveau sur YouTube qui est quand même censé être une plateforme où n'importe qui peut poster n'importe quoi, que ce soit la vidéo de tes vacances à machin qui déballe ses cadeaux de Noël. Et maintenant, on est passé à un stade où il y a quand même des entreprises qui sponsorisent des vidéos sur YouTube pour les plus gros ou des choses comme ça. Et du coup, t'as un gros côté professionnel comme on parle de la télé ou d'autres médias du même style. T'as des courts-métrages, des choses comme ça qui sont publiés dessus aussi. Ouais. Même des films. C'était quoi le film avec les suricates? Oui, voilà, c'est ça. Je me rappelle plus du titre, mais c'était vraiment bien, ouais. Oui, ça nous a marqué en tout cas. J'aimerais donner mon avis. Oui. Tu m'autorises, Audrey ? Je te Audrey donne la parole. Vas-y, Julien. Tu me donnes le totem de discussion. Voilà, je le prends. Je vais le chercher là. Est-ce que tu es à peu près là? Hop, je le prends. Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit suite à ta chronique, Kepra, et à vos réactions. La première, je vais peut-être briser des rêves, mais si vous avez 10 000 followers, vous n'êtes pas influenceur, vous n'êtes rien. Donc arrêtez de contacter des gens pour leur proposer vos services d'influence, puisque 10 000 sur Instagram, ce n'est rien. Je dis ça parce que ça arrive souvent. Deuxième chose, je trouve ça triste que les exemples qu'on a donnés de gens qui sont connus pour ailleurs et qui se mettent à faire des chaînes Twitch pour pouvoir proposer du contenu où on les regarde jouer et apprendre à mieux les connaître, je suppose. Je trouve
que c'est le néant du contenu. Vraiment, y a quelqu'un d'autre qui a fait ça il n'y a pas très longtemps. C'est Antoine Griezmann qui a créé son équipe e-sport, Grisou Sport ou Grisou e-sport, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on le regarde jouer à Fortnite. Et en fait, Antoine Griezmann, j'aime bien le voir sur un terrain de foot, mais devant une console, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Après, sur le côté early adopter, c'est totalement vrai. Savez-vous qui est la personne qui a le plus d'abonnés sur TikTok ? Non. Un chien, un chat ? Non, une chanteuse. Une personne qui s'est inscrite sur un site qui avait l'air d'être un peu comme TikTok en 2015, qui s'appelle Lauren Gray, et qui a maintenant 42 millions d'abonnés. Qui a plus d'abonnés que TikTok sur TikTok. C'est pas fou. Qui est vraiment quelqu'un qui lance des tendances sur ce réseau social. Tout comme j'avais l'impression que Norman et Cyprien lançaient des types de vidéos à une époque. Maintenant, c'est plus le cas. Je me rappelle que Norman avait sorti il y avait une mode à l'époque qui était de genre de dessiner son histoire, son passé, etc. Je sais pas si vous vous souvenez de cette mode. Draw My Life. Draw My Life. Draw My Life, voilà. Et alors, je parle au niveau francophone. Une fois que Norman a fait la sienne, j'ai l'impression d'en voir popper, mais partout, quoi. Tout comme maintenant, Norman et Cyprien font de moins en moins de vidéos. Je pense que... Ou alors, ils en font, mais ça atterrit pas sur mes canaux. Parce que j'ai l'impression que sur YouTube, maintenant, il faut avoir une chaîne principale où tu sors ta vidéo trimestrielle et une chaîne divers et variés où tu publies vraiment que de la merde, mais tu publies 3 fois par jour, comme disait Kepra. Et c'est souvent des vidéos inintéressantes, mais le but, c'est de faire du volume. Puisqu'il faut que tu aies un certain nombre de vues pour faire du CPM, puisque ces gens vivent de l'argent que leur donne YouTube. D'ailleurs, on aurait pu faire une chronique sur YouTube qui cut unilatéralement 30% de ses CPM pendant cette période de confinement. Bam ! Dans les dents. Pour te corriger, je pense pas que la plupart des youtubeurs vivent des revenus que YouTube leur fournit, mais plutôt des revenus d'opérations sponsorisées de sponsors, par des marques en direct plutôt que par YouTube. Enfin, je suis pas sûre, mais c'est souvent ce qui revient. Et le merch. Des commentaires de youtubeurs, ou enfin de vidéastes en tout cas. Alors ça pourrait peut-être être un beau marqueur de signe extérieur de richesse des internets, quand ton revenu ne vienne plus de ta chaîne, mais d'autres canaux. Donc le merchandising, comme disait Kepra, les opérations sponsorisées, comme tu disais Audrey. Quand tes revenus deviens influenceur en fait. Ouais, c'est ça. Sachant que, alors, par exemple en e-sport, Twitch te fait gagner, je crois que c'est à peu près 100 fois plus que, alors peut-être 100 fois c'est beaucoup, mais entre 10 et 50 fois plus que ton salaire de joueur pro sur League of Legends par exemple. Un mec comme Ocelot à l'époque, qui était un des premiers joueurs connus de League of Legends, je crois que c'est un des premiers à avoir été millionnaire grâce à League of Legends. C'était pas en jouant des parties sur la Coupe du Monde de LoL qui gagnait son argent, c'était vraiment avec ses Twitch et ses abonnés qui lâchaient des subscriptions, des subs. Et enfin, j'avais un exemple de personne qui n'était pas grand monde, je pense, avant. Si elle l'était, je m'en excuse. Et qui a réussi à un peu percer dans son milieu, qui est le milieu du podcast, qui est Pénélope Boeuf, qui à 2 ans ne faisait pas de podcast et qui maintenant a un studio de narration qui s'appelle La Toile sur écoute et qui a donné plusieurs interviews où elle disait que en fait elle essaye de donner du contenu quotidiennement sur plusieurs canaux. Donc ça va être un podcast, un épisode de podcast. Là, elle fait le journal d'une confinée, par exemple, pendant le confinement. Elle fait des lives sur Instagram. Elle fait une newsletter. Elle fait... qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? Elle faisait des vidéos à une époque. Mais en fait, elle essaye de... Elle a animé des séminaires. Elle essaye d'aller un peu partout pour essayer de gratter de l'audience. Un peu, donc à la base, comme tu disais, l'exemple Simon. Sauf qu'elle essaye toujours, et en fait c'est quelque chose qu'on avait vu à une époque sur le podcast, où ça s'est un peu dilué et ça revient, où tout tourne autour d'elle en fait. Donc en fait, sa marque c'est elle, et après selon le canal qu'elle utilise, elle va faire un truc approprié au canal,
mais toujours autour d'elle. Mais voilà, il y a 2 ans, personne ne la connaissait. Après, c'est pas une énorme star des internets non plus. Hein. Voilà, j'ai fini avec mes remarques. Et on n'a pas parlé de Klout. Oh, la belle plateforme d'évaluation de son influence disparue. Ça existe encore, ça ? Non, ça c'est décédé il y a quelques années. Ça a eu existé. Ouais. Ça a eu existé. Il fallait avoir un score entre 20 et 80. Plus tu étais près du 80 et plus influenceur tu étais. Et voilà. La belle époque. La belle époque. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter à ce sujet, ou est-ce que nous allons passer dans le monde du petit commerce ? Moi, j'avais juste une punchline, c'était que le train était passé, qu'on ne pouvait plus réussir maintenant vu que l'espace était occupé, que de toute façon, quand on veut se lancer, il y a les stars qui se lancent. Regardez Will Smith, qui est passé de star du cinéma à youtubeur. À TikToker. Et là, maintenant, il est partout, il est sur TikTok, il est sur Insta. Et c'est pas du TikTok à l'artisanal. Hein. Non. Mais parce qu'il a les moyens. Et comme je sais plus lequel d'entre vous disait, l'important, c'est justement d'avoir les moyens de s'organiser. Et les stars ont les moyens de s'organiser, puisque de toute façon, c'est leur taf. Donc, ils ont l'entourage, ils ont l'argent. Donc, plutôt que de rêver de devenir des stars, les enfants, au lieu de faire des vidéos de shuffle sur TikTok, continuez à suivre vos cours en ligne pendant le confinement et passez votre bac. Et c'est peut-être en effet un argument de plus, c'est que dans ce temps quand même limité, temps de cerveau disponible de l'audience, étant donné que les stars, on parlait de Griezmann qui se met sur Twitch, Will Smith, etc., quand toutes les stars se mettent, parce qu'il faut être présent partout, être actif sur toutes les plateformes, quelle est la place pour un lambda pour réussir à être visible ? Ça devient en effet extrêmement compliqué. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique commerce d'Audrey. Yeah. Je vais pas vous le rabâcher, mais actuellement, à l'heure où on enregistre, on est encore en plein confinement. La plupart des commerces sont fermés, mais un petit nombre de commerçants privilégiés ont eu le droit à une continuité d'activité. Les vendeurs et réparateurs informatiques, entre autres évidemment. Mais bon, c'est de ça que je vais vous parler. Ça tombe bien, comme je travaille dans une petite boutique de ce genre, je vais pouvoir en discuter plus longuement. On va commencer par les points positifs de cette situation, donc je vais vous raconter ma petite expérience personnelle. Au premier jour de ce confinement français, désolé Julien, mais je pourrais pas te situer la Suisse en exemple, nous avions peur. Bah oui, d'un coup, on nous annonce que tous les commerces non essentiels vont devoir fermer leurs portes. Le lundi 16 mars, dans le courant de la journée, une publication du journal officiel nous apprend que les revendeurs et dépanneurs informatiques, dont je fais partie, vont pouvoir ouvrir. Chouette. Bon, chouette, mais je vous avoue que moi, j'étais contente de me dire que j'allais pouvoir peut-être me faire un petit break de boulot, mais me voilà de nouveau derrière le comptoir de ma petite boutique, et au final, je me dis, c'est cool, je vais pouvoir aider des gens. La première semaine, j'ai passé énormément de temps à conseiller des parents, vendre des webcams jusqu'à épuisement des stocks, chez moi comme chez des gros revendeurs tels que Darty ou Amazon par exemple, mais j'y reviendrai, installer des Discord, aider à paramétrer des VPN ou des accès à distance à des postes de travail. Bon, pour les vacances, c'est pas gagné, hein. J'ai eu le droit à un gros écart entre les gens paniqués qui devaient télétravailler ou faire l'école à la maison pour leurs enfants et les autres, souvent un peu plus âgés, surtout à courir après une imprimante ou des cartouches d'encre pour pouvoir imprimer les fameuses attestations de sortie obligatoires. Parce que bon, si on peut les imprimer, pourquoi les écrire ? J'ai donc, en termes d'activité économique, eu un premier bond sur les ventes, auquel je m'attendais pas spécialement, parce que c'est pas la période qu'on imagine la plus mirobolante dans le commerce. Heureusement, pour ma part, nous avions du stock, car malheureusement, à contrario, au bout de 15 jours, la plupart de mes fournisseurs n'avaient plus rien en stock chez eux sur beaucoup de modèles d'ordinateurs portables. Il restait des choses sur les étals, évidemment, mais beaucoup plus chères qu'habituellement. La loi du marché, la demande, tout ça. Bon, Julien vous expliquera si vous êtes perdu. De plus, j'ai participé à plusieurs initiatives et j'ai pu assister à des
De plus, j'ai participé à plusieurs initiatives et j'ai pu assister à de jolis exploits de solidarité, ce qui m'a donné du baume au cœur. Entre des associations et de recycleries qui proposaient de louer ou prêter gracieusement des ordinateurs à des élèves et étudiants qui n'avaient pas forcément l'occasion ou les moyens de s'en acheter, ou encore des professeurs donnant énormément de temps et d'investissement personnel pour proposer autre chose que des bêtes polycopiées à imprimer, mais plutôt des cours interactifs, drôles, ludiques à leurs élèves, ou, comme je le disais tout à l'heure, essayer de monter un Discord avec des élèves alors que les enseignants n'y comprenaient rien, je vous promets, c'était marrant à mettre en place. Malheureusement, on a aussi beaucoup de points négatifs. Oui, on n'est pas français pour rien et les clichés aiment dire que nous sommes de gros râleurs. Je peux vous dire qu'en plein confinement, on était garnis. Alors vous inquiétez pas, hein. Je sais que l'époque est ainsi faite que le stress pollue pas mal notre morale et nous rend parfois désagréables. Pour autant, je n'ai jamais eu de client aussi impatient, voire même à en devenir impertinent, que pendant ce confinement. Il fallait tout et tout de suite. Parce que, oui, mais on travaille de la maison, on peut pas vous laisser l'ordinateur 5 minutes. Je comprends, et on a fait ce qu'on a pu, prêter des ordinateurs en urgence, etc., etc. Mais bon, je vous rappelle qu'on est une PME, une petite équipe de disponibles en ce confinement, et que, évidemment, il y a des petits couacs, parce qu'on est humain. Entre le fournisseur qui peut livrer qu'un jour sur 2 nos colis, les transporteurs qui se retrouvent eux aussi en sous-effectif et ne peuvent pas livrer autant que d'habitude, ou les grossistes qui se retrouvent avec de nombreux produits hors stock au bout d'1 à 2 semaines, non, j'ai pas pu vous assurer forcément la livraison jour plus 1 que je vous propose, tel le petit Amazon de campagne habituellement. Étant en sous-effectif, j'ai parfois dû garder votre ordinateur une journée ou, oh là là, malheur, 2, pour pouvoir le réparer parce que votre disque dur ou autre était cassé. Vous avez peut-être alors perdu 1 ou 2 heures de réunion ou vos enfants une journée précieuse d'école. Était-ce pour autant une bonne raison de hurler dans le magasin, me faire appeler mon patron ou encore claquer la porte ? Je ne pense pas, restons polis. Un autre aspect négatif s'est découvert lors de ce confinement, la sécurité. Bon, ça va plus vous parler. Allez, l'équipe de l'école des facs, c'est plus votre domaine. Oui, parce que là, de nombreuses PME ont dû installer en urgence des postes de travail à distance. J'ai jamais vu des choses aussi catastrophiques. Enfin si, je le vois, mais je me ferme les yeux d'habitude. Des données précieuses de société sans aucune protection, des accès à distance, ok, mais aucun VPN ou autre pour filtrer ou protéger ces informations. J'ai vu des clients qui avaient besoin de faire des conf calls avec leur Skype personnel. Pourquoi faire une séparation travail-vie personnelle ? Je ne vois pas l'intérêt, n'est-ce pas ? Finalement, avec ce confinement, je me suis pris en pleine face une vérité que j'ai tendance à occulter et dont j'ai déjà fait preuve dans ces épisodes de l'école des facs. Non, nous ne sommes pas toujours tous et toutes autant au point en matière d'informatique que ce que j'aurais aimé voir sur les ordinateurs de tout le monde. Entre les particuliers qui doivent travailler avec ces ordinateurs personnels à la maison qui sont toujours sur Windows 7 par exemple et qui ne savent pas décrocher car ils ont envie d'en faire plus parce que quand même on est à la maison, on va pas se mettre des horaires de travail non plus. Et les entreprises qui ne proposent pas de solutions efficaces en termes de sécurité, j'ai vu le bazar se mettre en place tout en étant malheureusement coincé. Il fallait bien évidemment aider tout le monde à mettre en place ces solutions de travail tout en sachant que des données allaient peut-être se balader en clair sur un serveur random. Et oui ma petite dame, faut savoir faire des sacrifices. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Alors, qu'est-ce que ça donne au final ? C'est mitigé, vous vous doutez bien. Autant j'ai pu vendre et proposer des services à mes clients qui en avaient besoin. Autant la pression générale due au confinement n'a pas aidé les gens à prendre leur mal en patience. De nombreuses initiatives ont permis d'avoir accès à des ordinateurs de prêt, reconditionnés ou d'occasion. Des logiciels ont fait leur boom pour partager un apéro, je pense que vous en avez peut-être utilisé dans l'équipe. Des entreprises ont enfin compris qu'il était possible d'envisager du télétravail pour certains employés, alors que c'était complètement hors de propos avant ce confinement. En tout cas, tout ça fait un boulgui-boulga de positif et de négatif, et forcément, comme je suis normande, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, quoi. Et vous, mes petits potes de l'école des facs, qu'en est-il pour vos ordinateurs et vos boulots ? Est-ce que ce confinement, vous avez travaillé différemment ? Avez-vous pris des notes ? Avez-vous sécurisé mieux vos ordinateurs ? Vous connaissant, ils étaient évidemment déjà protégés correctement. Sinon, gare à vous et à vos oreilles. Merci Audrey. J'ai l'impression qu'à lire ta chronique, la webcam, c'était un peu les pattes de ce début de confinement, quoi. Le papier toilette, tu veux dire ?
les pâtes ou le papier toilette ou la farine, tu vois. Non, mais les webcams, c'était impressionnant. Je vous promets, j'ai jamais autant vendu de webcams. Mais est-ce que tu en avais vendu une en 2019 ? Parce que personne n'utilisait les webcams, non ? Enfin, ça m'a l'air tellement d'être intégré maintenant aux solutions. Ouais, dans les ordinateurs portables, mais j'ai encore beaucoup de clients qui ont des tours, des tours de bureautique qui traînent dans un coin de la maison et puis qui ont forcément un écran qui n'a pas de webcam intégré. Ok, alors, en lisant cette chronique, je pense que le premier à qui je vais donner la parole, parce qu'il a aussi contribué à cet effort de guerre que notre beau président nous a demandé de faire face à cet ennemi invisible, c'est Sous-X. Je reconnais bien là le coup de gueule du commerçant quand on a chié, et ça fait longtemps que je rêvais de faire une chronique pour moi aussi me plaindre de l'époque où je fus commerçant, et je comprends tout à fait ta détresse. Alors quand même, j'ai pas fait que de me plaindre. Non, tu dis qu'il y a de beaux élans de solidarité, de gens qui prêtent des PC alors que tu aurais pu en vendre. Ouais, mais bon, après, tu sais, ceux qui sont prêtés ou donnés, c'est pas forcément des PC que j'aurais pu vendre, donc je fais 2 poids 2 mesures, comme on dit. Tout à fait, et je rebondirai sur ce point. C'est fou le nombre de PC qu'on a sortis des placards qui devaient être jetés à la poubelle depuis des années, et sur lesquels il a fallu, pareil, que j'intervienne pour installer un VPN, accès au bureau à distance et compagnie. Je confirme. On a aussi eu beaucoup de dossiers ouverts où dans les 5 minutes il fallait répondre parce que là il est 9h50 et à 10h j'ai ma réunion Teams en visio et je n'ai jamais lancé Teams de ma vie, voire il n'est même pas installé sur mon poste et il faut répondre tout de suite. Mais bien sûr, bizarrement moi je m'attendais à vraiment quelque chose d'ultra chaotique. Alors je bosse plus pour les particuliers. Aujourd'hui je bosse uniquement pour les professionnels, et les gens ont quand même été super cool et le sont encore aujourd'hui. Ils commencent à redevenir un petit peu agressifs parce que tu sens que les gamins commencent à les saouler à la maison. Mais dans la grande majorité, même des cas où les gens étaient bloqués en prod et n'avaient plus internet sur des postes ou ce genre de choses, ils prenaient les choses avec une grande philosophie. Voilà. Par contre, effectivement, pour ce qui est des accès sécurisés, je peux comprendre que certains soient réticents à mettre plus de sécurité dans leur infrastructure. Il faut pas oublier que développer un serveur de bureau à distance pour une dizaine d'employés, ça avoisine environ les 60 000 euros. Donc il faut quand même les sortir. Et pour ce qui est de mon cas, est-ce que moi j'ai retenu des choses en particulier ? Pas vraiment. Écoute, je pense que depuis le début qu'on m'a mis un ordinateur dans les mains, j'ai jamais installé d'antivirus sur mon poste, et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Je pense que sa base antivirale n'est pas à jour. Pour être safe, il faut avoir une bonne hygiène de ce qu'on fait sur Internet. Voilà. Ok. Mais qui travaille à 4h du matin pour t'annoncer que ta base a été mise à jour alors Ça, c'est mes clients. Simon. Bon, Simon, tu travailles pas dans le commerce, hein, si je ne me trompe pas. Je ne travaille pas dans le commerce, moi non, je suis dans le développement. Et depuis cet épisode 39 que nous avons fait sur le télétravail, est-ce que tu as pu voir sa mise en pratique ? Eh bien, la mise en pratique a en effet été effectuée. Bon, moi j'étais un chanceux dans la boîte où je suis. Ça m'arrivait assez régulièrement de pouvoir faire du télétravail quand j'en avais vraiment besoin. Il n'y avait pas vraiment de blocage qui était mis pour moi par rapport à ça. Mais la société a réagi quand même assez intelligemment et assez en avance. Les 2 plus gros départements qu'on a chez nous, c'est l'IT et le service opérationnel, donc tout ce qui est support au call center, etc. Et la semaine avant que le confinement ne commence, ils ont mis les 2 services l'un après l'autre en télétravail, tout le monde obligatoire, ce qui a forcé tout le monde à avoir tout ce qui était VPN et solutions de connexion disponibles avant de faire un potentiel confinement, ce qui fait que quand le lundi le confinement a été annoncé, presque tout le monde était déjà prêt, pouvait commencer à travailler dans les meilleures conditions. Donc j'ai été assez impressionné par le côté prévention, tout a vraiment été mis en place et on n'a pas vraiment eu d'impact pour nous. Bon, par contre, ce qui est rigolo, c'est quand on nous a expliqué que c'était impossible qu'on fasse du télétravail
que c'était impossible, qu'il fallait absolument qu'on passe tous du temps ensemble, sinon la société arrêtait de fonctionner. C'était 2 jours maximum par semaine. Non, c'était 0 jours maximum par semaine. Et que là, 2 mois, ça tient la route en fait, et que les projets avancent, et que les choses se passent peut-être un petit peu plus lentement que d'habitude. Mais il y a un contrebalancement du fait qu'on a moins de réunions inutiles. Il y a beaucoup de réunions qu'on faisait avant qui auraient pu être résolues par un email, qui sont effectivement résolues par un email. Mais on a aussi les mauvais côtés. Quand on envoie un message sur Slack à quelqu'un pour demander de l'aide, s'il répond pas, il répond pas. Alors que quand tu es dans le même bureau, forcément, tu peux te lever, aller taper sur son épaule et lui dire je t'ai envoyé un mail, je t'ai envoyé un message sur Slack il y a 2 heures, là, on a la prod qui est en rade et j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Mais là, tu peux pas le faire, quoi. Ah, tu peux donner un petit coup de téléphone. Oui, mais t'as pas le numéro de téléphone de tout le monde et il faut commencer à chercher ce genre de choses. Et donc là, t'as quand même certains inconvénients, faut l'avouer, quoi. C'est pas aussi facile, et quand t'es habitué à travailler sur ton bureau avec tes 2 écrans géants, etc., tu te retrouves juste sur ton ordinateur portable. T'as quand même quelques inconvénients. T'as beaucoup de gens qui ont du très mauvais matériel aussi pour tout ce qui est conf call. Tu te retrouves à vraiment avoir des gros problèmes. Ça, c'est une excellente remarque, ça, Simon. Et autour de la table, est-ce que vous préférez votre setup pro au bureau que votre setup perso pour bosser en télétravail? Ah, clairement, moi j'utilise le perso, ce qui est totalement interdit par la charte informatique de la Cogip, mais j'utilise clairement l'ordinateur personnel quand je travaille en télétravail. Ouais. Ah, je fais un mix, moi. J'utilise Teams et Slack sur mon ordinateur perso, ce qui fait que j'ai tout mon matos podcast pour communiquer, faire les conf calls, la webcam, etc. Mais je travaille sur l'ordinateur du boulot pour vraiment le travail effectif, parce que j'ai tous mes outils qui sont installés dessus, tous les projets sont configurés dessus, donc je fais une configuration hybride, moi. Ah, moi j'ai pas le choix. Donc pour la question de est-ce que le télétravail c'est compliqué, non, puisque on avait déjà mis en place, pour des questions de place dans l'open space, une rotation, un roulement. Bon, nous, notre projet, on n'a pas eu besoin du roulement, mais en fait, le roulement a été mis en place sur quelques projets, dont le mien. Donc, j'avais déjà tout qui était bien paramétré. Et j'avais déjà un ordi portable fourni par le travail. Sauf que je peux pas utiliser d'ordi perso, à part peut-être pour Slack. Et encore, Slack, on n'est pas censé l'utiliser, vu que c'est pas un vrai outil validé par le service. Mais ouais, parce que en fait, pour accéder à toutes les ressources de mon travail, je dois passer par le VPN du boulot qui se lance avec une clé qu'il faut insérer, etc. Et donc je suis obligé de bosser sur une clé physique qui est associée à un code PIN. Ouais. Et donc je suis obligé de bosser sur l'ordi. Alors au taf, j'ai 2 écrans plus mon écran de portable, et chez moi j'ai que mon écran de portable et un autre écran. Donc, Et t'en souffres pas trop? Moi je trouve ça horrible de ne travailler que sur un écran maintenant. Ouais, c'est surtout que en fait, l'écran du portable, ça doit être du 900p. Ouais. c'est la douleur. J'ai dû utiliser la loupe de Chrome pour dézoomer et essayer d'avoir à peu près tout sur un seul écran. Mais c'est un peu chiant. Alors moi j'ai découvert grâce au confinement, alors moi ma Cogip est spéciale, c'est qu'on n'a pas de PC portable, donc on est obligé de travailler sur nos ordinateurs personnels, et j'ai découvert que VMware faisait de l'accès à distance en HTML5, et c'est super pratique. Je ne connaissais pas du tout cette solution, mais du coup je peux accéder à tout mon bureau sans avoir à rien installer sur mon ordi perso, et ça me plaît beaucoup. Windows le fait en natif. Pardon ? Windows le fait en natif. Mais parce que moi je suis sur Mac. Donc est-ce que depuis un Mac je peux accéder à un PC Windows en natif en HTML5 ? Ouais. Windows 10 ou Windows 7 ? C'est pas du HTML5, le protocole c'est du RDP, mais oui tu peux. Okay. Oui, tu as Microsoft RDP qui est inclus dans Windows. Okay. Après ça dépend peut-être pas les versions familiales. Mais du coup avec n'importe quel logiciel RDP tu peux te connecter. Et mais grâce à ça, j'ai découvert ça, c'est cool. Ma Cogip a découvert qu'on pouvait télétravailler parce que jusqu'à présent, donc jusqu'à il y a 2 mois, c'était niet. Je veux dire, la confidentialité des informations qu'on traite était
était trop grande pour pouvoir risquer une fuite de données à l'extérieur. Et depuis, on travaille tous sur nos PC sans qu'il y ait un audit de nos appareils qui soit fait, quoi. Donc, Parce que les données ont changé. Non. Elle respecte les gestes barrières. Ah. Et donc ça, c'est cool. Par contre, il y a un truc qui est un peu chiant. Le truc que tu évoquais, Simon, c'est vrai que moi, je vis l'inverse. C'est que je travaille avec des collègues qui ne fonctionnent qu'en mode push. Et en fait, si tu travailles avec des gens qui sont pas du tout organisés, le télétravail et le confinement, ça devient l'enfer. Parce que tout part dans tous les sens. Et les gens qui n'ont pas l'habitude de mettre des cadres parce qu'ils font... ils travaillent comme une pile FIFO. Non, philo. C'est philo, ouais. C'est donc first in, last out. Premier arrivé, dernier sorti. Ouais. Exactement. Quand t'es organisé, c'est ultra agaçant. C'est vraiment ultra agaçant. Je me suis retrouvé à devoir faire des plannings d'équipe alors que je suis pas chef d'équipe pour pouvoir essayer d'organiser notre travail parce que on devenait contre-productif à cause de ça. Ça, c'était pour la partie télétravail. Donc je vous le répète, écoutez l'épisode 39 parce que nous avions raison avant tout le monde. Et sur la partie commerce, qui est l'autre partie que tu as évoquée, Audrey, finalement, en Suisse, on a la chance de ne pas avoir Amazon. Ce qui fait qu'on n'est jamais livré en J+1 ou en J+2. C'est très très rare. Donc au fait, quand le confinement a commencé, qu'on a dû tout commander par Internet, on n'a pas senti trop de frustration parce que c'était déjà le rythme actuel. Par contre, on a quand même vécu, comme toi, au niveau de l'informatique. Moi, j'achète pas mal d'articles de sport. Et tu vois, c'est pareil, les stocks ont été vidés ultra vite. Les home trainers, les tapis de yoga, tout ce qui permet de faire du sport à domicile. Et la Réa Pro, je me rappelle, les home trainers, j'ai dû acheter un des derniers sur un site, qui a été livré début avril. Et après, la Réa Pro, c'était marqué juillet, quoi. Donc c'est vraiment, si t'as loupé le train, et je suppose que c'est pareil pour tes webcams. Là, je vois en plus avec En fait, moi, en matériel informatique, mais je pense que maintenant, malheureusement, c'est pareil partout. Il y a beaucoup de choses qui sont produites ou en Chine ou dans des pays d'Asie du même style, qui du coup ont été complètement bloqués par le virus bien avant nous. Donc les stocks, nous, on en avait encore quand les productions étaient déjà arrêtées. Là, les productions peuvent être prises plus doucement. Je connais pas assez bien le milieu de la production informatique pour vous dire exactement, mais en gros, là, on est en plein rupture de stock sur plein de produits, et forcément, les ruptures de stock sur ces produits-là, c'est les produits que tout le monde demande, style tel type de cartouche, où tout le monde a eu telle imprimante parce que c'était une petite imprimante pas trop chère qui était vendue il y a 6 mois, et donc forcément, tout le monde cherche cette cartouche-là, et elle n'est plus en stock nulle part. Après, les cartouches, t'es censé pouvoir les recharger, non ? Alors, tu as plusieurs moyens, mais tu as toujours des gens qui veulent acheter la cartouche originale de la marque HP, Canon, Epson, peu importe. Et les trucs de recharge, ça se fait dans certains magasins qui, style les papeteries ou quoi, qui sont fermés. Donc, le problème se retourne. Ok. Et tout comme beaucoup de gens se sont découverts une passion pour le levain et ont fait leur pain eux-mêmes, est-ce qu'il y a eu des vocations technologiques de do it yourself? Alors j'ai eu des commandes des gens plusieurs personnes qui étaient habituées à prendre des ordinateurs tout faits en ordinateur portable et tout ça, qui se sont fait plaisir pour se faire une configuration où ils ont fait des recherches ils sont venus au magasin avec une pile de 40 pages pour me dire j'ai fait tout mon benchmark de processeur et de carte mère, donc je veux que vous montiez tel ordinateur avec telle pièce. C'est arrivé. Mais quelques personnes ont fait ce genre de choses. Et le processeur était souvent incompatible avec la carte mère.
Elle au a final, oublié de leur vendre il y avait la toujours pâte des thermique. correctifs. Il y avait toujours des correctifs, style je veux une tour en mini ITX, donc des tours avec des coffrets tout petits, mais par contre je veux une 2080 XXL à mettre dedans parce que je veux jouer avec. Et donc on explique gentiment que niveau ventilation ça va être juste, et puis la carte graphique ne va pas rentrer dans l'ordinateur, donc ça va pas être possible de faire comme ça. Mais oui, j'ai même des plus jeunes qui se sont pris une passion de tiens, c'est le confinement, je vais démonter la PS4, je vais mettre un disque SSD à la place du disque dur et changer la pâte thermique parce que à force de la faire chauffer, elle est complètement morte, ou des choses comme ça. Des gens se sont pris d'un entretien pour l'informatique, c'est pas plus mal dans ce sens. Ils se sont rendus compte qu'il fallait prendre soin de ces petites bestioles qui nous accompagnaient dans les moments difficiles pour contacter la famille ou le boulot. C'est pas plus mal. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Oui, je voulais juste répondre à la question que tu posais tout à l'heure pour savoir si on préférait le setup maison ou pro. Moi, j'ai décidé de mixer les deux, c'est-à-dire que je bosse sur mon setup pro. J'ai autant d'écrans à la maison que j'en ai au boulot, donc ça, c'était pas un problème. Et je prends la main à distance aussi sur mon PC perso, sur lequel je lance des VM. Et du coup, ça me permet de travailler encore plus. Tu vas te faire disputer par Audrey. Voilà, Non, séparation vie non, pro, non, vie du perso. Mets tes doigts. Non, je travaille Voilà. sur des VM, donc c'est comme des sandbox, ça craint rien. Mais non, mais il faut... Tout comme... Alors, bon, certains disent qu'il faut... Après, il faut pouvoir, faut avoir un appartement assez grand. Ne pas travailler à distance dans la même pièce que les... Enfin, en gros, tu te fais un bureau, quoi. Et puis, tu travailles dans ton bureau. Une fois que tu sors de ton bureau, tu ne travailles plus. J'ai proposé à mon fils certes. d'aller vivre dans le salon et de me laisser sa chambre. Je te laisse Certains imaginer prônent la réponse. une hygiène étanche, enfin une cloison étanche entre ce qui te sert pour le perso et ce qui te sert pour le pro. Alors pas le PC, mais tu Il faut vois, genre, s'habiller aussi le matin. Hein. Il faut s'habiller le matin Ouais. aussi pour aller travailler. D'ailleurs, est-ce que vous allumez votre cam en conf call, en visioconf? Bien sûr. Toujours. Toujours. Mais jamais. Mais vous êtes fous. Je n'ai rien à cacher. Ah si, moi j'ai tout à cacher. Mais la banque pour qui je travaille n'est pas prêt de voir mes t-shirts de geek. C'est pas possible, c'est pas compatible. Ah, moi, ils les voient déjà tous les jours, donc ça leur change pas beaucoup, quoi. Ouais. Oui, mais t'es dans l'IT, dans la banque, tu sais, C'est différent. C'est différent. c'est moins tolérant. Aymeric Sozik, vous allumez la cam ou pas? Non. Non, mais Jamais. moi de toute façon. Emmerich n'allume déjà pas la cam quand c'est des conversations privées, donc. Il a c'est fait vrai coucou tout à C'est vrai que l'heure. là, je ne suis plus sur mon vieux MacBook, donc je pourrais allumer la cam. Je ne suis d'ailleurs pas sur. Et il est apparu. Vous pouvez admirer. Voilà, c'est très radiophonique, Admire c'est surtout très que- podcastique. Que ta barbe a Vous bien pouvez repoussé. admirer l'angle Ludo. flatteur de mon nouvel ordinateur, avec sa webcam cachée dans une touche. C'est un écran 5 pouces. Ah non, la caméra est cachée dans une touche une fausse touche entre Ah oui. F6 et F7. Tu appuies et la caméra sort. Regardez, ton doigt passe au-dessus de la caméra et hop, elle disparaît. Voilà, c'était pour le podcast. Et non, moi de mon côté, j'ai de la chance. Personne dans ma boîte n'active sa cam pendant les conf calls, donc Osef. Ok. Ça me stresse de voir Aymeric avec ses doigts. J'ai l'impression On que c'est dirait très des digital. petites saucisses. C'est une blague J'ai l'impression digitale. de faire un truc de C'est méchant. sympathique. Ouais, c'est un plan de contre-plongée de méchant. Alors qu'il est tout gentil. Aymeric. Et j'allais ajuster l'écran pour régler l'angle de la caméra, mais non, ça ne marche pas. Voilà. Bah, du coup, tu pourras acheter une autre webcam quand il y en aura d'autres. Bah non, parce que là, il y en a plus en stock. Ah là là. Non. C'est Facebook qui avait eu raison à vendre ces. Je sais plus comment elle s'appelle là, ces webcams qu'on fout sur la télé. C'est Juste pas avant des le webcams, confinement. c'est des écrans. Portal, non? Portail. Portal, ouais. Ouais, c'est ça, Ouais. Portal. Portal. Ouais. Non, il y a la version écran, mais il me semble qu'il y a la version que tu mets juste sur ta télé, non? Ah bah peut-être. Comme une Kinect un peu, il me semblait. Bon, quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Ou qu'il se taise à jamais, enfin à jamais jusqu'au prochain épisode. Non, c'est bon. Eh ben merci à toutes et à tous. Merci Audrey et merci Kepra pour ces magnifiques chroniques.
Nous en avons bien débattu. J'espère que les gens qui nous écoutent sortiront plus intelligents suite à cette heure passée avec nous. De toute façon, ils seront plus intelligents que s'ils avaient passé avec François Courtis. Ça, c'est sûr. Voilà. De toute façon, ils nous écoutent pas. Alors les lâcheurs ont toujours tort. Hein. Si François, tu écoutes ce podcast, tweet, je vous ai compris. Et arrête de dessiner des... Bon, enfin bref. Sous X, est-ce que tu as ton petit magnéto avec tes annonces du label officiel ? Oui, tout à fait. Patreon.com/podcut. Ça, c'est si vous voulez nous soutenir. Si vous voulez soutenir le label qui produit 22 autres podcasts que nous vous invitons à aller écouter. Voilà, il y a vous pouvez les découvrir sur un de site tout. web. Et vous pouvez aller, merci pour la transition, et vous pouvez aller les découvrir sur podcut.studio. Voilà, le site a été mis à jour en plus de ça, donc vous aurez tout un tas de... Les dernières nouvelles. Exactement, et voilà. Voilà, et sur Patreon, on publie au moins 2 posts par semaine pour nos patriotes. Tout à fait. Ok, il y en a un, c'est un planning, mais c'est important. Tous ne le font pas, je le rappelle. Voilà, et je vais faire dans l'ordre de ce que je vois à l'écran. Donc, merci Emric qui ressort déjà sa Switch. Merci Simon qui va se connecter avec son code Nintendo, donc le système le plus pété pour se faire des amis sur les internets. Avec sa Switch également. Merci Simon. Merci Sous-X qui n'a pas de Switch. Merci à vous. Non, tout à fait. Parce que tous ces jeux tournent sur mon iPad, je te le signale. Merci Kepra. Merci à toi, à vous, pardon. Et merci de me voyer toujours. Et merci Audrey. Merci d'avoir participé tout le monde, c'était bien. Voilà. Portez-vous bien. On espère que dans un mois, ça ira mieux pour tout le monde. Des bisous. Au revoir. À la prochaine.